Donc, merci pour votre présence nombreuse. Je vois qu'on est plus d'une centaine connectés. Le succès de ces webinaires maladies rares se confirme. On est le 29 février, donc un jour tout à fait particulier pour ce webinaire hein, qui se déroule donc pendant la Journée internationale des maladies rares. Et voilà, on a réussi à s'organiser pour tenir ce webinaire aujourd'hui, qui est tout très, très symbolique, eu égard aux discussions et aux échanges qu'on va avoir sur ce sujet. Peut-être un petit point d'actualité de ces derniers mois sur les maladies rares. Je dis ces derniers mois puisqu'en fin d'année dernière, on a eu le résultat de la labellisation des centres avec la publication officielle. Et donc, pour le GHU Nord, c'est plus de 100 centres, 101 centres exactement hein, pour le GHU Nord et Paris Seine-Saint-Denis, et je les salue puisqu'ils sont évidemment présents à ce webinaire. Donc, 101 centres pour la plateforme Paris Nord et on représente 25% des centres maladies rares à la PHP, donc un poids considérable de l'ensemble de nos activités maladies rares. La PHP représente, elle, à peu près 17% des centres français. Donc, vous voyez que le poids du GHU Nord de notre plateforme Paris Nord, pardon, est important. Autre élément d'actualité sur les maladies rares, c'est la rédaction en cours du plan national du PNMR 4 qui doit être publié sous peu et qui doit aborder des sujets de qualité de vie, de parcours de soins des patients, de leurs proches et des aidants, et qui donc a également accordé une très grande place aux patients dans son élaboration. Ça fait évidemment le lien, cette actualité, on va dire, nationale, avec le thème du webinaire hein, et le thème qui a été travaillé par l'ensemble des collègues membres de la plateforme Maladies Rares Nord, qui est le partenariat patient dans les maladies rares. Hein. Et donc, c'est le thème de ce webinaire. Pour le GHU, il a un écho, GHU Nord, il a un écho tout à fait particulier, parce que vous vous souvenez qu'on avait fait de l'engagement, on a fait de l'engagement patient un des 4 grands engagements de notre projet d'établissement 21-24. Donc, c'est tout à fait en ligne avec ce qu'on avait engagé il y a maintenant 4 ans. Et ça rejoint également une très forte orientation que porte le directeur général de la PHP, puisque vous le savez peut-être et sans aucun doute, un plan patient va être prochainement partagé avec l'ensemble de la communauté hospitalière et des représentants des usagers qui ont été associés à son élaboration pour nous donner une feuille de route d'engagement patient et d'amélioration de la prise en charge des patients et de son expérience à la PHP. Voilà, donc c'est vrai que dans les maladies rares, ça a un écho tout à fait particulier puisque les patients, vous avez une place de premier ordre depuis longtemps. Et voilà, l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est notamment de vous donner la parole et de pouvoir partager les exemples nombreux de collaboration que l'on a avec vous dans le soin, mais aussi dans la recherche. Donc, c'est tout le sujet de notre webinaire du jour et il est en écho, on le voit avec beaucoup d'autres actions par ailleurs. Je remercie les 2 modérateurs. Jacques Walsh, qui est représentant des usagers à Avicenne. Bonjour, bonjour Monsieur Walsh. Je vous vois à l'écran et vous êtes également membre du directeur de la PHP et engagé dans le travail sur l'entrepôt de données de santé. Et puis, merci également au docteur Lucie Darme hein, de l'UTEP d'Avicenne hein, d'avoir accepté de modérer cette session. Et je vais laisser un mot d'introduction également à Philippe. Si vous souhaitez compléter, on pourra rentrer ensuite dans le vif du sujet avec des interventions nombreuses et variées. Philippe. Merci beaucoup, Hélène. Je vais être bref de façon à ce qu'on ne prenne pas de retard. Je suis très content de cette journée et le hasard fait qu'on est jeudi. Alors, non seulement on est le 29 février, ce qui nous a fait attendre un jour de plus que d'habitude pour cette journée internationale des maladies rares, mais il se trouve que ce matin, je me trouve dans un centre maladies rares, celui du service dans lequel je travaille, à l'hôpital Beaujon, le service de pancréatologie et oncologie digestive. Et pas plus tard qu'à l'instant même, finalement, puisque je viens juste de terminer une consultation,
je me suis rendu compte du bien fondé du choix du thème, hein, le partenariat patient. Je crois que c'est un thème absolument majeur, tant le dialogue avec les patients, bah, il est toujours important, bien sûr, le dialogue avec les patients, mais s'agissant des maladies rares, je crois qu'il l'est particulièrement. Et encore ce matin, j'avais des exemples de patients atteints de maladies rares. Les explications sont toujours difficiles, c'est toujours un investissement important et un effort de compréhension à faire des deux côtés. Je pense que il faut que nous comprenions bien nos patients, que nos patients nous comprennent bien. Et ce partenariat patient, il est fondamental. Je me suis encore heurté aujourd'hui même à la notion de différence entre rareté et gravité. Toutes les maladies rares, heureusement, ne sont pas des maladies graves. Quelquefois même, dans le domaine qui me concerne, il vaut quelquefois mieux avoir la maladie rare que la maladie fréquente dans le pancréas. Tout ça pour dire que c'est vraiment une thématique absolument essentielle. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, comme Hélène vient de le souligner, l'ouverture sur la recherche est absolument immédiate. C'est un point absolument essentiel, d'une part parce que bah, ces maladies rares, hein, on peut le rappeler, elles sont 7000, donc elles sont finalement très nombreuses, et il est essentiel que nous fassions avancer la recherche, et dans la centaine de centres maladies rares liées au GHU Nord, incluant Sorbonne Paris Nord, eh bien, il y a de quoi, et c'est le cas, faire avancer la recherche. Et puis d'autre part, il faut aussi dire que la recherche sur les maladies rares, et il y en a eu de nombreux exemples, elle permet aussi de déboucher de façon non exceptionnelle sur des progrès thérapeutiques dans les maladies fréquentes. Et que donc tout ça fait que cette recherche dans les maladies rares, qui est vraiment un ADN de notre UFR de médecine et de l'APHP, eh bien, elle doit être poussée, elle doit être encouragée, elle doit être financée. Donc voilà les deux points sur lesquels je voulais insister et je pense que nous allons avoir un excellent webinaire sur un sujet passionnant. Et je cède donc la parole à nos deux modérateurs. Merci beaucoup. Je pense qu'on a déjà eu un peu de présentation de nos fonctions. Brièvement, je redirais que je suis effectivement la coordinatrice médicale de l'unité transversale d'éducation et d'engagement du patient du groupement hospitalier Paris-Seine-Saint-Denis qui comprend 3 hôpitaux, Avicenne, Jean Verdier et René Muret, et que je suis par ailleurs également endocrinologue, diabétologue, pédiatre. Voilà, Jacques Valch. Je confirme que je suis représentant des usagers à l'hôpital Avicenne, également au directoire, et je suis en train de m'engager dans la représentation des usagers auprès de l'entrepôt de données de santé. Et je suis particulièrement heureux et fier d'animer ce webinaire dans la mesure où je suis aussi le redépositaire d'une maladie rare. Donc, nous allons débuter par une courte vidéo qui va représenter les actions de la plateforme Maladies Rares en 2023. Merci.
Après cette introduction, et on remercie la plateforme d'avoir pris le temps de rédiger ce petit film. Nous allons donc commencer par le premier thème qui va nous permettre de cadrer un petit peu dans la ligne de ce que disait Hélène Gilardi il y a un instant, voir comment la PHP, dont dépend la plateforme Maladies Rares, cette plateforme Maladies Rares, comment donc la PHP envisage le partenariat. Et donc, je vais laisser la parole à Marion Landy, qui est de la direction générale de la PHP, qui s'occupe du partenariat patient. Et je lui laisse tout de suite la parole. Marion, c'est à vous. Merci Jacques. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, moi, je suis responsable du service expérience partenariat patient dans la direction qualité partenariat patient au siège de la PHP. Et je suis également, pour l'occasion, je vais le dire, également une ancienne patiente partenaire, hein, donc ce sujet m'est particulièrement cher. Et je vais juste introduire un petit peu le sujet du partenariat et ce qu'on fait à la PHP avant de passer la parole à une équipe qui commence donc à développer le partenariat patient. Voilà, diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, quelques mots rapidement sur le partenariat patient santé. Vous savez sans doute que en fait, le partenariat a été pas mal étudié, théorisé à Montréal. Donc, on parle du modèle de Montréal. Vous pouvez dérouler, voilà, merci. Dans l'idée notamment en fait de quitter un modèle de paternaliste en fait de prise en charge du patient, hein, d'aller donc vers le patient et de prendre en charge le patient du point de vue voilà des professionnels uniquement. On est passé ensuite à une approche centrée patient, donc effectivement on s'occupe du patient mais on pense et on dit à sa place, si je caricature un petit peu, à une approche donc partenariale en fait, hein, qui consiste à être avec le patient coacteur en fait de sa prise en charge et coacteur potentiellement des améliorations du système de soins. Aujourd'hui, à Montréal, donc c'est le centre d'excellence du partenariat avec les patients et le public qui avance beaucoup sur ces sujets-là. Et pour prendre une définition du partenariat patient, c'est donc bien un engagement réciproque entre patients et professionnels de santé sur la base de la complémentarité des savoirs, mais aussi des expériences que aussi bien les professionnels et les patients ont. Quand je dis patient, on parle de patients au sens large, hein, ça peut être les aidants également. Et puis, donc, par le co-leadership d'action commune, la co-construction et la co-responsabilité. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc de manière plus prosaïque, en fait, hein, le partenariat en santé, c'est donc une co-construction. Il s'agit de s'accorder ensemble, de travailler ensemble de manière équilibrée, de manière mobilisée aussi, et voilà, en gardant cet équilibre entre professionnels et patients ou usagers au sens large. Ça concerne donc les professionnels, quelle que soit leur qualification, hein, que ce soit des soignants, que ce soit des administratifs, mais également, bien sûr, des usagers, des associations, des représentants des usagers qui peuvent intervenir sur des projets divers et variés, en plus de leur mission, on va dire, statutaire de représentants des usagers. L'objectif, c'est de définir un meilleur projet de soins, hein, pour une meilleure prise en charge, à la fois à un niveau micro, donc là, dans la relation de soins dont parlait M. Rosniewski juste avant, en fait, hein, donc ça, c'est très important, le niveau micro du partenariat, nourrir cette relation de soins de manière équilibrée, et puis de manière plus macro, méso ou macro, voilà, sans rentrer dans les détails, avec des usagers au service du collectif. Et donc, ça se pratique dans le soin, mais ça se pratique également dans l'enseignement, dans la recherche et l'organisation des soins, bien sûr, tout sans perdre de vue le handicap. Voilà, donc à la PHP, en fait, le partenariat, ça existe de fait depuis longtemps et depuis 2021, au niveau institutionnel, en fait, on a commencé un peu à poser les choses et à proposer une politique. Donc, on a d'abord fait un petit tour de piste de ce qui existait déjà pour caractériser un peu voilà, la nature des initiatives, la façon dont ça se passait, les besoins des équipes, ce qu'elles pouvaient nous dire en fait sur leur propre expérience entrepreneuriale, j'ai envie de dire, du partenariat, et ce dont elles pouvaient avoir besoin. Donc, on a vu qu'il y avait une grande diversité d'expériences, de partenariats à la PHP, qui avait quand même besoin de clarifier, de structurer, d'apporter un appui parfois logistique, juridique, et puis surtout d'encourager les autres équipes qui ne font pas du partenariat à en faire pour que celles qui en font se sentent aussi moins isolées, puissent partager et aussi essaimer à leur façon donc des projets en partenariat.
Alors, les enjeux pour l'institution, c'est bien sûr des enjeux de qualité de soins au service de l'expérience globale du patient, hein. Ça, c'est sans surprise. Effectivement, plus on travaille avec les principaux concernés, plus on est pertinent dans ce qu'on va faire et ce qu'on va proposer. Il y a des enjeux de développement personnel, en fait, hein, de nourrir cette relation de soins, en fait, hein, qui est aussi la vocation de beaucoup de personnes à la PHP, donc de redonner de la valeur et de la consistance à cette relation. Et puis, bien sûr, des enjeux de démocratie sanitaire, en fait, hein, d'engagement des personnes concernées, un peu dans les tendances sociétales qu'on trouve aujourd'hui. Donc, notre politique à la PHP, au niveau institutionnel, c'est sans surprise de sensibiliser le plus de personnes possible au partenariat, d'identifier les équipes qui ont besoin d'aide, hein, et de pouvoir les appuyer, les outiller, les former, et puis essayer d'évaluer ce dispositif qu'on met en place, ce dispositif d'accompagnement dont je vais dire un mot juste après. Voilà, donc le principe du partenariat, c'est bien de capitaliser sur l'expérience du patient, de l'usager au sens large, vraiment d'aller chercher au plus près de la personne, finalement, ce qu'elle peut dire de son expérience, de son vécu, de la vie avec la maladie ou de son parcours de soins, de capitaliser sur ce savoir, cette connaissance, et de pouvoir, de la meilleure façon qui soit, améliorer les prises en charge et l'expérience patient. Alors, de qui on parle quand on parle de patient partenaire? Aujourd'hui, à la PHP, on n'a pas défini davantage les choses que ça, mais en réalité, c'est une diversité de profils de personnes qui peuvent être patients partenaires, donc patients slash aidants, en fait, hein, donc des usagers voilà, qui sont pas spécialement membres d'associations ni représentants des usagers, mais qui peuvent s'investir au service du collectif, mais bien sûr aussi dans leur propre prise en charge. Ça peut être également les représentants des usagers qui souhaitent s'investir sur des projets particuliers pour lesquels ils ont des savoirs expérientiels ou compétences à mettre à disposition. Et ça peut être également des membres d'associations, des bénévoles d'associations qui s'impliquent sur des projets à un niveau, les membres d'associations bénéficieux on va dire, de savoir collectif, puisqu'ils parlent plus au nom d'un collectif. Voilà, donc dans notre souci d'appuyer en fait les démarches de partenariat sur le terrain, hein, qui a un projet en tête, un projet de recherche, un projet d'amélioration de parcours de son service, par exemple. Donc, il a une idée, puis il dit comment je vais la réaliser, comment je vais non, est-ce que ça peut m'aider, qu'est-ce que je peux faire de ce partenariat, j'ai bien envie d'essayer, mais comment je fais, comment je démarre un projet en partenariat, comment je trouve un patient partenaire, et puis comment je vais formaliser cette collaboration, quelles sont les précautions à prendre, les choses à mettre en place, et puis comment je peux être accompagnée ensuite. Pour ça, on a donc créé un certain nombre de fiches outils en 2022 avec un groupe de travail élargi dont M. Walsh faisait partie notamment. Voilà, donc les essentiels du partenariat, charte de partenariat, fiche projet, comment je construis mon projet, hein, quelles questions je me pose pour cadrer mon projet, et comment j'identifie un patient partenaire, etc. Et puis, on est en train de mettre en place un module e-learning qui a vocation, pour le coup, à être diffusé de manière très, très large sur la plateforme e-learning de la PHP pour tous ceux qui s'intéressent au partenariat sans forcément avoir un projet en tête ou une action en tête, mais qui veulent juste savoir ce que c'est, hein. Donc, ce sera un module de 45 minutes. Voilà, vous pouvez dérouler ensuite. Voilà, et ensuite. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des coupures. J'espère qu'un maximum de personnes peuvent entendre. Voilà, donc on a également mis en place une formation action au partenariat, une formation action de 1 jour et demi, donc qui est destinée à des équipes qui sont au début d'un projet en partenariat avec les patients, quel qu'il soit, hein, soit soins, organisation des soins, recherche, enseignement. Donc c'est quoi le partenariat, et puis comment on peut concrètement, à l'issue de cette formation, on a déjà commencé à réfléchir à la façon dont on allait s'organiser sur le projet avec le patient partenaire qui participe à cette formation action. Il y a ensuite ces équipes qui sont formées, on les accompagne à l'occasion de 4 réunions au fil de leur projet, du développement de leur projet, hein, pour les accompagner sur le partenariat. Et puis, on invite toutes ces équipes à participer à une communauté de pratique qu'on n'a pas encore mise en place, mais qu'on mettra en place, en fait, hein, pour partager et s'inspirer mutuellement et construire la suite du partenariat, les outils qui manquent, etc.
On a déjà commencé à mettre en place des webinaires. On a eu un premier en novembre dernier. Il y en aura un prochain le 25 avril. Vous pouvez le noter. On communiquera largement dessus qui aura comme objectif de donner quelques billes sur l'initiation d'un projet en partenariat. Et puis, bien sûr, au niveau des GHU, on a des relais, des référents partenariats qui vont pouvoir identifier les équipes, les accompagner et travailler avec nous et puis faciliter en fait tout cet accompagnement qu'on se propose de faire, de même qu'on réfléchit en parallèle à comment on peut défrayer les patients partenaires, faut-il rémunérer oui ou non, ce sont des questions qui se aujourd'hui, c'est une politique, donc on va donc juste 2 secondes sur la diapo précédente, vous signaler donc que nous allons mettre en place un appel à projet très rapidement, donc juste après le lancement du projet patient dont parlait Hélène Gilardi tout à l'heure. Nous allons faire un appel à projet pour identifier une vingtaine d'équipes qu'on pourra accompagner selon ce dispositif dont je vous parle avec une formation action et puis un accompagnement individuel, etc. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est un exemple de fiche outil, la charte, voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. On a comme ça une douzaine de fiches outils. Diapo suivante. Voilà, ce sont les 6 équipes qu'on a formé dernièrement, donc lors de cette GHU Nord, en fait, dont le Centre de référence des maladies vasculaires du foie, avec un projet de webconférence qui va donc être présenté juste après, et puis également un projet donc de René Muret, en fait, de l'équipe SMR Nutrition et Obésité, et puis d'autres projets. Donc, on a déjà commencé les premiers accompagnements de ces équipes. On va faire une prochaine formation la semaine prochaine, le 4 mars, pour 11-12 équipes. Voilà, et puis l'appel à projet dont je vous parlais, en fait, qui sera lancé fin mars. Et donc, j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont un projet dans les cartons voilà, à donc candidater pour cet appel à projet pour être ensuite accompagné, formé et accompagné. Merci beaucoup. Merci Marion. Je prends juste la parole 2 secondes pour dire que vous êtes nombreux à poser des questions sur le chat. Continuez à en poser, on les regroupera et on y répondra. Docteur Plessier. Merci beaucoup. Donc, nous sommes 3 à vous présenter ce projet en construction. Nous travaillons depuis longtemps en co-responsabilité avec l'Association de patients des maladies vasculaires du foie, avec de nombreux projets à la fois de recherche et de formation en co-responsabilité, mais nous avions senti le besoin d'être accompagnés sur ce projet que nous allons vous présenter. Et grâce à Marion Lanly, vous allez voir que cela nous permet de mieux structurer, de mieux formaliser ce projet. Nous avons aussi souhaité travailler avec les forces existantes qui sont importantes à la PHP, en particulier avec notre filière et Delphine Azama, qui est chef de projet de la filière Fil-Foie, qui nous aide beaucoup pour ce projet. Et puis avec les ETP existants, ETP pour les anticoagulants et puis ETP pluriels qui existent et qui sont extrêmement dynamiques et actifs. Et bien sûr, grâce à Marine qui nous accompagne avec la plateforme et tout le travail de la plateforme. Voilà. Donc, c'est Liliane Beignac qui va vous présenter ce projet. Donc, bonjour à tous. Merci pour l'invitation à ce webinaire. Moi, je suis Liliane, présidente de l'Association des malades des vaisseaux du foie, l'AMVF. Et donc, là, pour faire suite à l'intervention de Marion, effectivement, je vais vous présenter un exemple de projet que l'on a vu ensemble. Je vais vous le présenter au nom de la petite équipe qui est présente, là, Aurélie, Delphine et moi-même. Donc, ce projet, nous l'avons intitulé sous forme de webinaire Mieux vivre au quotidien avec une maladie vasculaire du foie.
Et il repose sur un constat fait par nous, association des malades des vaisseaux du foie. On a constaté que des patients ne pouvaient participer aux ateliers ETP, éducation thérapeutique du patient, parce que, vu leur éloignement, souvent parce que les ateliers sont pratiqués à l'hôpital Beaujon de Clichy. Et un autre constat, c'est aussi qu'il y a certains sujets qui sont, disons, sensibles, voire tabous. Donc, avec effectivement l'aide de Marion et également de Thomas et Alexandre qui nous ont accompagnés lors de la formation suivie en juillet et en septembre sur une journée et demie, nous avons pu un peu peaufiner ce projet. Donc, développer un webinaire qui sorte les patients de leur isolement, de leur éloignement, rendre le programme de TP plus attractif et plus accessible. Et aussi, on voulait rendre le patient plus autonome, se faire une auto-évaluation sur sa connaissance avec la maladie et, j'allais dire, se prendre en main au niveau de sa maladie, de son traitement, etc. Je veux bien la diapo suivante. Donc, le projet repose, comme l'a dit Aurélie, sur une collaboration étroite et forte entre plusieurs partenaires. On a bien sûr le centre de référence des maladies rares des vaisseaux du foie qui va apporter, qui est reconnu comme experte en la matière par la DGOS, la Direction générale des offres de soins, hein, qui donc le centre a été relabellisé, dont on a parlé Marion tout à l'heure. Le centre bénéficie d'une équipe médicale qui pourra répondre ponctuellement sur les sujets abordés, intervenir avec pertinence. Elle bénéficie aussi d'échanges avec les différents professionnels de santé et également, il y a sur Beaujon le TP anticoagulant. Un deuxième partenaire, évidemment, Aurélie en a touché un mot tout à l'heure, ce sont des experts en éducation thérapeutique du patient, décidément, pardon. Donc le réseau Révépat a une expertise aussi sur les maladies chroniques du foie et bénéficie d'échanges de compétences et de communication avec les différents acteurs sociaux et un très fort lien avec l'ETP pluriel qui est d'ailleurs un autre partenaire, car eux ont une expertise des ateliers transversaux, donc pour d'autres maladies chroniques, et ont des experts tels que diététiciennes, sexologues, psychologues, pharmaciennes, assistantes sociales. Et donc la volonté, j'en parlerai un petit peu après, mais de s'ouvrir au-delà des maladies des vaisseaux du foie. Représentée ici par Delphine, chef de projet, notre filière de santé maladies rares du foie, Foie qui aide au cadrage du projet, qui nous aidera au niveau de la communication, un appui logistique et technique. Donc voilà, je veux bien la slide d'après. Les webinaires sont donc, vous l'aurez compris, associés à plusieurs programmes déjà existants, donc les ETP anticoagulants, les ETP pluriels.
On a pensé à deux formats de webinaires. Un qui sera spécifique aux maladies vasculaires du foie et on pense faire intervenir une dizaine de minutes, d'une part un patient, d'autre part un soignant, sur une thématique bien précise avec questions-réponses à la clé. Le deuxième format sera plutôt atelier ETP. Il sera donc, c'est là qu'on fera appel aux spécialistes déjà intervenants en éducation thérapeutique du patient et il y aura des patients et du personnel qui ont déjà reçu la formation en ce sens. À l'issue du webinaire, on demandera l'impression des participants et aussi s'ils ont d'autres observations ou suggestions. Il faudra notamment attirer leur attention sur les questions de confidentialité. Donc ça, c'est important pour que chacun puisse participer en toute liberté. Et notre objectif, donc, pour le premier webinaire, c'est au niveau temporisation, juin 2024. Bien, donc, pour vous entrer un petit peu plus j'allais dire dans le sujet des sujets, mais les sujets spécifiques qui sont donc pour les maladies vasculaires du foie. Alors, à savoir que les sujets la plus particulièrement, évidemment, maladie des vaisseaux du foie, ressortent de discussions avec nos patients que l'on rencontre ou qui viennent aux permanences et aussi lors des consultations. Et en plus, ils ont reçu une lettre les informant de ce projet de webinaire et leur demandant s'ils avaient des thèmes qu'ils souhaiteraient voir abordés. Donc, j'énumère brièvement les sujets spécifiques, c'est les... Je suis désolé, je suis le malheureux gardien des pendules et d'autres associations ont prévu de passer aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez conclure, s'il vous plaît? Oui, ok. Donc, désolé. Merci. Donc, bon, les deux thèmes, vous avez compris les sujets. Et pour conclure, effectivement, c'est le sujet qui répond d'une part à des besoins exprimés par les patients. Le projet de faire collaborer pour ça les patients, les centres de référence et de compétences, la filière, la plateforme, les équipes ETP, experts depuis de nombreuses années, et un projet qui se veut ouvert à d'autres pathologies chroniques. Donc, projet à finaliser et à mettre en place avec toute la technologie, la confidentialité qui suit. Voilà, Merci. merci de votre attention. C'est nous qui vous remercions pour le travail que vous faites au profit des patients, et surtout, si nous avons bien compris, des patients isolés. Il y a une question sur le chat. Marion, est-ce que vous pourriez répondre sur le chat à une personne qui demande si vos fiches où vos fiches sont disponibles? Répondez sur le chat, s'il vous plaît. Comme ça, tout le monde pourra en profiter. Merci, Marion. Je passe la parole maintenant au docteur Lucida. Est-ce que Edith est bien connectée? Merci beaucoup. Brièvement, je vais vous présenter Edith qui va intervenir pendant quelques minutes là. Après avoir travaillé 30 ans dans la mode, Edith a eu un cancer, ce qui a totalement bousculé sa vie. Et après ensuite avoir fait un DU à l'Université des patients, elle a postulé pour le poste de patiente engagée au sein de notre UTEP. Et je vais lui laisser la parole pour qu'elle présente ce nouveau poste de patiente engagée salariée au sein de notre UTEP. Merci. Bonjour,
Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, Très bien. Merci Nadine pour cette présentation. Alors, donc, moi, je suis patiente engagée au sein de l'UTEP du groupe hospitalier APHP, donc Jean Verdier à Vicenne et René Muret, donc, qui est situé en Seine-Saint-Denis. Donc, je suis chargée de développer le partenariat patient en ETP, donc pour tout type de pathologie. Et je travaille aussi sur toutes les missions d'une UTEP. Donc, le patient engagé, donc c'est un terme qui a été créé spécialement pour mon poste. Dans l'acronyme UTEP, donc il y a un E qui a été rajouté en plus pour stipuler l'engagement du patient. Donc, c'est unité transversale d'éducation et d'engagement du patient. Et ce qui se rapproche le plus de mon poste comme terme, c'est plutôt patient coach ou patient formateur. Mes fonctions, donc j'ai une première mission patient, donc c'est accompagner les patients qui soient formés ou non, donc des patients qui soient s'investir auprès de d'autres patients et de soignants en ETP. C'est-à-dire que des soignants, donc, ils peuvent me repérer des patients parmi leur patientèle, ou les patients, ils peuvent me contacter directement et moi, je les accompagne. Donc, ensuite, donc moi, je leur propose un entretien, donc qui est suivi d'une initiation au partenariat patient. Il s'agit d'une présentation et d'un échange qui dure environ 1 heure et demie. Et donc, je peux ainsi voir ce que les patients ou les aidants donc, ont mis en place dans leur vie et quelles sont leurs qualités d'écoute, leur motivation et qu'est-ce qu'ils souhaitent faire. En fait, donc ça peut être un partage de témoignages, ça peut être la relecture de documents, la création d'ateliers. Et alors ma deuxième mission, donc c'est auprès des soignants, donc parce que accueillir un patient partenaire dans son équipe, ça va pas forcément de soi. Et avec un accompagnement, ben, c'est encore mieux. Donc, moi, je propose donc une présentation qui regroupe, mais uniquement le personnel soignant. C'est important de préciser ça parce que c'est important qu'il n'y ait pas les patients partenaires qui soient présents à cette réunion parce que il y a des questions qui sont posées et qui doivent être posées que parmi entre soignants. Et c'est l'occasion de travailler ensemble sur leur représentation du partenariat patient et ça les amène aussi à se poser des questions moi, je suis là aussi pour lever les doutes et les peurs qu'ils peuvent avoir. Donc ensuite, il y a un débriefing avec les deux parties. Donc puis, une rencontre commune est organisée entre patients et soignants pour préparer les premières interventions. Ensuite, donc, il y a une lettre de mission qui est rédigée et signée par les deux parties. Donc, une lettre de mission donc, qui a été faite par le service expérience patient, par l'équipe de Marion Lanly, notamment. Et il y a aussi la charte de confidentialité qui est présentée et signée euh, par le patient donc, ou l'aidant. Donc, ensuite, donc, une autre de mes missions, donc, c'est de créer des formations. Donc, je participe à l'animation et au contenu. Et ça permet aux soignants d'intégrer directement le concept du partenariat patient. Donc, comme la formation est animée par une patiente partenaire, donc ça devient comme naturel pour eux de voir, enfin, d'intégrer un patient partenaire. Et ça, c'est la plus-value de notre UTEP. Et en ce moment, je travaille aussi sur une formation courte pour les patients partenaires, donc qui n'auraient pas la possibilité de suivre une formation longue ou même la formation de 40 heures en ETP. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux effectivement témoigner que c'est extrêmement enrichissant et ça permet d'avancer extrêmement vite lorsque l'on travaille avec un patient partenaire, avec nous, qui est engagé et qui est engagé pour développer ce partenariat patient. C'est très Alors, efficace. extrêmement vite, je précise que c'est aussi, enfin, il faut pas non plus brûler des étapes et il faut vraiment prendre le temps que tout le monde euh, soit prêt donc pour accueillir ce patient partenaire. Merci Edith. merci Edith. Avant de passer la parole au docteur Roulenov, une question a été posée sur le chat pour savoir si les webinaires dont Madame Vénia a parlé seront accessibles sur le web ou s'ils sont réservés aux membres de notre association.
Si vous pouvez répondre sur le web, sur le chat directement, vous verrez cette question s'adresse à vous. Je donne la parole maintenant au docteur Goulenok qui va nous expliquer comment elle a créé, avec une équipe bien entendu autour d'elle, un programme de TP. Merci beaucoup. Donc, je suis ravie de participer à ce webinaire et je suis ravie de vous présenter ce projet qu'on a mené avec notre équipe donc, dans le service de médecine interne de l'hôpital Bichat. Donc, moi, je suis interniste à Bichat et on s'intéresse depuis longtemps aux maladies systémiques, mais à l'éducation thérapeutique dans les maladies systémiques. On avait déjà développé plusieurs projets, notamment dans les lupus et les vascularites. Et on est également au centre de compétences pour une maladie rare, qui est donc le syndrome de Susak. Et je vais vous en parler un peu plus aujourd'hui. Le syndrome de Susak, c'est une maladie même extrêmement rare, puisque elle touche, là, nous suivons une soixantaine de patients dans le service et probablement une grosse centaine de patients en France. C'est une maladie rare qui se caractérise non seulement donc, bien sûr, par une occlusion des vaisseaux, mais qui va toucher le cerveau, la rétine et l'oreille, et qui touche essentiellement le sujet jeune, avec en fait un retentissement fonctionnel important, puisque c'est des patients qui sont en pleine vie familiale, sociale, professionnelle, et le retentissement de cette maladie, même s'il n'y a pas de risque vital engagé, il est souvent grévé par retentissement fonctionnel, notamment sur le plan de l'audition, des troubles de l'équilibre et parfois de problèmes cognitifs. Et en fait, en suivant ces patients au fil de l'eau, même si nous, on avait l'impression de pouvoir répondre à leurs questions, on s'est rendu compte qu'il y avait des questions très pratiques qu'on ne soulevait pas lors des suivis en consultation, en hospitalisation, et qu'il fallait donc évidemment monter un programme d'éducation thérapeutique qui était très précis sur ces axes particuliers. Et donc, ça s'est finalement mis en place progressivement sous forme de 2 volets, grâce donc à l'équipe de médecins de médecine interne, 2 infirmières d'hôpital de jour, la diététicienne et la psychologue avec qui nous avions déjà travaillé pour les programmes d'éducation thérapeutique du lupus et des vascularites, et puis bien sûr les patients pour essayer de centrer finalement les sujets qu'ils souhaitaient aborder lors des ateliers collectifs. Et donc, ce premier axe a pu notamment voir le jour grâce à Madame Bragazi, qui est ici à mes côtés. Et je suis ravie qu'elle ait pu venir en présentiel pour vous expliquer un peu les choses. Les questions qui étaient notamment importantes, c'était centré sur les problèmes, je dirais, très pratiques, à savoir est-ce que je vais pouvoir reprendre le travail, comment je vais pouvoir le reprendre, est-ce qu'il y a des aides sociales mises en place, est-ce que on peut adapter les aides auditives, les prothèses auditives. Et c'est suite, par exemple, à cette interrogation particulière qu'on a pu, en l'occurrence, avoir la chance de faire venir un prestataire d'audioprothésiste qui est venu sur place pour expliquer les choses. Donc, le premier atelier a vu le jour en décembre 2022. Il y en a eu plusieurs. Il a donc constitué en 5 ateliers. On peut aller à la diapo suivante pour vous montrer quelques photos. À cette époque-là, 6 patients sont venus et notamment 4 accompagnateurs, parce que c'est une patientèle, je vous l'ai dit, qui est souvent marquée par la nécessité de besoins d'aidants et souvent des interrogations des aidants qui ne sont pas toujours justement entendues lorsqu'ils viennent accompagner les membres de leur famille lors des suivis hospitaliers. Et finalement, ça a été l'occasion non seulement de monter des groupes de parole et puis de partager ces questionnements lors de ces ateliers collectifs, finalement, des patients qui jusque-là n'avaient pas eu l'occasion de se rencontrer. Voilà, je vais laisser la parole donc, à Séverine qui va vous en dire un peu plus sur ces questionnements notamment et les interrogations qu'on a pu au moins en partie on a pu au moins en partie répondre. Ouais. Donc moi, tout d'abord, j'ai une reconnaissance éternelle pour les professeurs Thomas Papo et Karim Sacré. Le docteur Papo a posé des bons diagnostics sur tous les symptômes étranges survenus subitement. Il m'a ainsi permis d'éviter un séjour en hôpital-psy. Et le docteur Sacré, personne sur qui j'ai pu compter, il a été toujours là. Vivre avec Susak, ce n'est pas simple tous les jours. Une audition défaillante, un équilibre précaire, des problèmes de mémoire sont les séquelles les plus importantes.
Aucun médecin ne connaît ce syndrome. Je me sens seule et impuissante. Je ne compte plus les mésaventures rencontrées avec les médecins généralistes en ville, qui ne cessent de tout reporter à Suzak. Ils me disent au choix, soit qu'ils ne connaissent pas, et me demandent à moi, la patiente, si je pense que mon mal de gorge ou autre ne serait pas dû à Suzak, ou alors me disent que ce syndrome est très connu, il est très vieux, il a changé de nom. Au moindre souci, il me renvoie vers le docteur Sacré. Comme si c'était si simple d'aller le voir, et que j'étais sa seule patiente. Mon rapport avec la médecine est difficile, pourtant, je continue à faire confiance au professeur Sacré. Alors, je me permets donc d'ajouter 2-3 points. Au cours de ces ateliers collectifs, vous aviez souligné 2 choses. D'une part, la première, c'était la possibilité de rencontrer d'autres personnes qui avaient cette maladie. Et je rebondis un peu sur le deuxième point qui était rompre l'isolement, ce qui a été souligné par Madame Benia précédemment. Donc ça, c'était quand même un élément important. Jusque-là, vous n'aviez pas eu la possibilité d'échanger. Et donc, je pense que aussi le partage d'expérience était un élément important dans ce contexte. En fait, j'en ai rencontré à l'hôpital, bizarrement. J'en ai rencontré une qui avait Suzak, mais qui, enfin pour moi, aucun symptôme. Il était super bien. Et un monsieur qui m'a dit, mais vous avez Suzak, vous? Parce qu'en fait, on suivait le même parcours de soins. Quand je sortais d'un cabinet, l'ophtalmo, il était là. Les oreilles, il était là. Et c'est là qu'il s'est dit, j'ai pensé que c'était possible. On est croisés deux avant cette journée. Donc voilà, le principe en tout cas, c'est de ces ateliers collectifs, c'était non seulement de répondre avec des points très précis sur le côté socio-professionnel et audio-prothésiste, et puis de rompre cet isolement. En revanche, pour maintenant développer le deuxième axe du projet, ça ne permettait pas de répondre aux patients qui vivaient en province, et nous, on suit bon nombre de patients qui vivent même dans les dom-toms ou à l'étranger. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de maladies rares. Certains ne peuvent pas se déplacer. L'autre problème dans ce contexte, c'est parfois les difficultés auditives qui rendent difficiles les ateliers collectifs en visio. Pour être honnête, on l'a tenté, c'était compliqué d'échanger. Et donc, ça ne pouvait pas suffire. Et on a eu donc la chance de pouvoir bénéficier d'un appel à projet, je peux mettre la diapo suivante, qui a été mis en place par la filière maladie auto-immune, SAI2R, pour développer des outils à destination de l'éducation thérapeutique dans les maladies systémiques, et là en l'occurrence dans cette vascularite cérébrale. Et on a donc mis en place ce livre à destination des patients. On s'est inspiré de livres qui existaient déjà dans le lupus, notamment les vascularites, la polyarthrite rhumatoïde, mais on a bien sûr précisé toutes les thématiques propres au SUSAC, à savoir les thématiques auditives, fonctionnelles. Et puis, on s'est aussi, finalement, on a voulu développer l'éducation auprès des médecins généralistes et des autres spécialistes en charge de ces patients. Et c'était un peu l'objectif, c'est de pouvoir répondre aux soignants comme aux patients sur les questions principales de ce syndrome de SUSAC. Ce livre donc, a été écrit par plusieurs membres de notre équipe, le professeur Pasco, notamment, et moi-même, la diététicienne a participé, l'assistante sociale, et puis les ORL, les ophtalmos, les neuroradiologues également, avec qui on a l'habitude de travailler. Il a même pu être mis en ligne et traduit et mis en ligne sur le site RN Rita, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et on est assez content de le diffuser, cet ouvrage. On a été amené, bien sûr, à l'envoyer à des collègues qui travaillent également en province. Comment on l'a monté, ce travail? C'est maintenant l'intervention de Corinne Noireau qui est en ligne avec nous, qui justement habite assez loin en Lozère et qui n'avait pas pu être disponible pour l'atelier collectif. Et quand on a pu cibler les questions, c'est ensemble qu'on a essayé d'identifier quelles étaient les questions, les pratiques auxquelles les patients souhaitaient qu'on réponde. Diapo suivante, avant de laisser la parole à Madame Noireau. Je pense notamment à certaines questions comme est-ce que c'est une maladie mortelle? Oui, non, fallait-il y répondre? Est-ce que je vais être traitée à vie? Quelle kinésithérapie faut-il faire? Ou un autre sujet qui était
assez cher à Madame Noireau, puis-je voyager et surtout puis-je faire du sport. Voilà, c'est grâce à elle qu'on a pu un peu cibler les attentes. Et donc, je laisse la parole à Madame Noireau qui nous entend. Pas tellement, hein. Ben, nous, on vous entend en tout cas. Ah ben c'est parfait parce que moi j'ai une connexion aujourd'hui catastrophique. Je suis malheureuse, je ne pouvais pas savoir. Bon, j'y vais alors, tu m'entendais, c'est parfait. Oui, feu vert. Bonjour à tous en tout cas et merci de m'accueillir pour partager cette 17e journée, pour partager ce moment avec vous en tant qu'ancienne patiente diagnostiquée syndrome de Suzac en janvier 2018 et suivie à Bichat. Je tiens à adresser d'ailleurs ma reconnaissance et mes remerciements à toute l'équipe soignante de la médecine interne de Bichat qui m'a entourée, accompagnée, soignée, encouragée et rassurée, et je ne vous dis pas le travail qu'il y avait. Ce livre sur le syndrome de Suzac est un vrai cadeau pour les nouveaux patients, le monde médical et leurs familles aussi, parce que c'est vrai que le syndrome n'était pas connu. Maintenant, je vois qu'avec la recherche, ça commence à le devenir. Je n'ai pas pu participer au présentiel, aux ateliers d'éducation thérapeutique, mais je l'ai fait à distance. J'aurais aimé rencontrer d'autres patients atteints du Suzac et partager ce moment d'échange et de ressenti. Vous m'entendez toujours? Oui, c'est parfait. Ah bon? Bon. Avec ce syndrome de Suzac, j'arrive plus à... Nous nous posons mille questions au début, pendant, dans les moments plus calmes de la maladie, parce que pendant les poussées, on se sent au fond du sac et on n'entend plus rien et notre état est vraiment en sommeil, on ne pense plus. Lorsque le professeur m'a annoncé au bout de 10 mois que c'était fini, que j'étais en rémission totale, comme j'étais soulagée, mon entourage aussi. Mais j'étais terrifiée aussi. Comment retrouver ma place dans ce monde qui me semblait si loin, avec un corps fatigué, changé. Pendant toute ma maladie, j'ai entendu ma mère dire « je ne reconnais plus ma fille ». Après la phase active de la maladie, vais-je me retrouver? Tant de questions fusent pour me refondre dans ce monde. Ma vie professionnelle était terminée, invalidité 2, licenciement, indifférence totale de ce milieu. Heureusement qu'il restait ma vie personnelle et j'ai travaillé tellement pour qu'elle soit et reste et soit belle, différente d'avant. C'est devenu ma priorité. La deuxième vie commence effectivement quand on sait qu'on n'en a qu'une. Avant la parution de ce livre, je n'avais aucune réponse vraiment à mes questions. J'ai dû les trouver toute seule au début. J'ai dû déployer toute mon énergie avec mon entourage et surtout ma maman pour les entretiens, pour les médecins conseils de la CPAM, la direction du travail, la médecine du travail, mon ancien employeur. Et l'invalidité 2 a été une aubaine. Je suis sortie officiellement du monde du travail. Et à moi les activités, les voyages, les soins de bien-être et le repos, le vrai. Et merci à ce livre qui répond à toutes ces questions, notamment pour les voyages dont je me posais la question souvent, le sport que je voulais faire et que je ne savais pas si je pouvais, les soins, ça n'y a pas de souci, mais tout le reste, c'est vrai que c'était une réelle question. Ce livre est une référence, une reconnaissance, un mode d'emploi pour les nouveaux patients atteints du Suzac, pour leur famille aussi. Et je ne comprends pas toujours qu'est-ce que ah oui, je voulais dire que le monde médical, surtout en province, ne connaissait pas vraiment ce Suzac. Mais je voudrais remercier aussi enfin quand même, parce qu'on parle de la province toujours d'une façon un petit peu pas négative, mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'ai vraiment eu la chance d'arriver aux urgences à Émile Roux, l'hôpital du Puy-en-Velay, qui est vraiment le centre du monde. Le centre le centre du Massif central, pardon, et ils ont eu le réflexe, ils ont la réactivité de m'envoyer à Bichat, de contacter Bichat, qui avait déjà cette réputation de soigner les maladies rares. Donc merci à tous, le corps enseignant, merci à tous pour cette recherche.
Voilà. Merci beaucoup, Madame Noireau. C'est très Vous m'avez touchant bien votre entendu? On vous a très bien entendu. Alors, ça m'a un peu traumatisé, cette manque de connexion, je reconnais. Donc, excusez-moi si j'ai pas été très claire parfois. Mais de ne pas vous entendre, vous, et de ne pas savoir si on m'entendait, ça m'a un peu perturbée. Écoutez, c'était limpide, Madame Noireau, et merci encore pour votre témoignage très touchant. On va interrompre la connexion par téléphone désormais, d'accord? Très bonne journée. Merci à vous, merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci, docteur. Avant de repasser la parole à Nadine Lucidarme, une question a été posée par une personne sur le chat. Une question double. Comment est-ce que je peux me former à l'ETP à distance? Tout à l'heure, le docteur Lucidarme y répondra. Comment est-ce que je peux créer une association? Vous avez deux moyens. Soit vous envoyez un mail à Marine Eskenazi, soit vous prenez contact avec l'Alliance Maladies Rares. Nadine, vous avez la parole. Merci beaucoup. On va poursuivre ce webinaire avec une nouvelle présentation. On passe cette fois-ci dans le monde de la pédiatrie avec un exemple de programme d'éducation thérapeutique qui a été construit avec un parent et un soignant. Donc là, je passe la parole aux deux personnes présentes aujourd'hui avec nous, que sont Madame Galeb, infirmière IPA, dans le centre de maladies rares à malformation ORL, et la présidente de l'association TracheoChild, Madame Defus. Merci beaucoup. C'est à vous. Donc, merci beaucoup. Pour commencer, un point avant de parler de notre travail en éducation thérapeutique, le travail collaboratif que je mène avec Laetitia, un point sur la trachéotomie pour un peu comprendre le contexte dans lequel s'émancipe le programme. Donc, en pédiatrie, il y a trois indications principales à la trachéotomie. La première, c'est l'obstruction des voies aériennes supérieures. Il y a également la nécessité d'une ventilation invasive prolongée et la protection des poumons pour les patients qui font des fausses routes. Un point également sur l'âge de réalisation de la trachéotomie. Toutes études confondues, on voit que les trachéotomies sont réalisées très tôt dans la vie de l'enfant, avant la première année, voire même avant les 6 mois de l'enfant. La durée de la trachéotomie, elle est relativement variable. Elle va dépendre de l'indication principale, mais également des patients et des comorbidités avec lesquelles ils vont naître. Les répercussions, elles sont de plusieurs ordres. Elles vont toucher différentes dimensions de la vie de l'enfant et de sa famille. Dans un premier temps, biophysiologique, puisqu'on a vu que l'enfant avait la trachéotomie très tôt. Donc, il va apprendre, c'est un être en développement, il va apprendre à parler, manger, respirer par le biais de sa trachéotomie. D'un point de vue psycho-affectif et social, on va demander à l'un des deux parents de s'arrêter de travailler pour s'occuper de l'enfant. Également de prendre la main et de réaliser des soins qui sont relativement techniques et importants. Pour comprendre également les compétences qu'on demande aux parents avant la sortie, en tout cas en initiale à la pose de la trachéotomie, on sait qu'en pédiatrie, la trachéotomie, le taux de mortalité est 4 fois plus élevé que chez l'adulte. Et on a un taux de mortalité qui est directement imputable à la trachéotomie, qui n'est pas de 0, et que les principaux risques auxquels sont exposés les enfants, c'est l'obstruction de la canule, qui est nécessaire pour eux pour respirer, mais également la décanulation accidentelle. Et quand on fait un tour de la littérature, on voit que ce taux de mortalité n'est pas nul, en partie parce qu'il y a un manque de formation des personnes qui sont présentes au moment de l'accident, et également le manque de matériel disponible au moment où se produit l'accident. Donc, au sein de l'hôpital Robert-Debré, au sein du centre des maladies rares, on a en moyenne 7 nouvelles trachéotomies par an avec un âge médian de 4 mois. Donc, on voit qu'on réalise très tôt les trachéotomies également pour des principales indications qui sont l'obstruction des voies aériennes et la ventilation au long cours. On arrive à décanuler les enfants avant leurs 3 ans, ce qui n'est absolument pas toujours le cas. Et on a une petite cohorte de 75 patients dont 50% sont ventilés sur leur canule au long cours. Donc, ensuite, l'éducation thérapeutique. Donc, notre programme s'est co-construit très vite avec les patients puisqu'on a réalisé en 2015 l'évaluation des besoins afin de pouvoir, en tout cas, être plus proche de ce qu'ils attendaient.
Et ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'il y avait une durée d'hospitalisation préparatoire qui était très longue et qui était principalement due au manque de cadres pour que les patients puissent avoir toutes les compétences nécessaires. Les patients rapportaient également un retard important au niveau de la scolarisation, qu'il y avait très peu de structures externes qui étaient formées pour prendre le relais et que les conséquences de la trachéotomie étaient très importantes et qu'ils n'étaient pas préparés aux troubles de l'oralité, au retard de développement psychomoteur et psychoaffectif. Et également qu'il y avait des soins qui étaient très complexes et que finalement, ils devaient savoir réanimer leur enfant à tout moment de leur vie. Au début, ils nous ont principalement aidés dans la relecture et la validation des séances et très vite, Laetitia nous a rejoints pour pouvoir participer de manière active et finalement mener des séances et donc on a réalisé la formation des patients qui étaient intéressés. Donc le programme trachéotonomie, on est une équipe pluridisciplinaire, donc j'assure la coordination du programme et on a 2 patients intervenants qui est Odile Minette qui n'est pas là aujourd'hui mais Laetitia Defus est avec moi aujourd'hui. Le parcours du patient au sein de notre hôpital, finalement, au moment de la trachéotomie, on fait l'évaluation des besoins, mais on voit qu'on réalise l'évaluation des besoins de manière assez systématique tout au long de la vie de l'enfant. Et finalement, nos séances, elles sont proposées à la carte pour répondre au mieux aux besoins au moment T. Et dans toutes les séances, donc là, c'était pas exhaustive, mais j'en ai mis quelques-unes. Il y a une séance pour laquelle Laetitia intervient, qui est bienvenue à bord et qui est dans le cadre du voyage pour l'enfant trachéotomisé et sa famille. Donc, alors déjà, pourquoi j'avais choisi de commencer l'éducation thérapeutique par ce thème? Ben, tout d'accord, parce que c'était plutôt un thème sympa. C'est plus sympa que d'apprendre à réanimer son enfant. Ensuite, il y avait une réelle demande parce qu'il n'y avait pas d'atelier existant sur ce thème-là. Et enfin, moi, j'ai un petit garçon donc, de 8 ans qui a été trachéotomisé à l'âge de 9 mois. Et j'ai pu voyager et en France métropolitaine et dans les dom-toms avec mon enfant qui a une trachéotomie et de l'oxygène rémanence. Comment nous avons procédé? Donc, avec Zina, on a fait une première réunion pour définir ensemble les grands axes. Ensuite, on a travaillé chacune de notre côté. Ensuite, on a fait une deuxième réunion pour mettre en commun nos idées et nous compléter. Et enfin, on a rédigé donc, le déroulé de séance et on l'a fait valider. Ce qui en est ressorti donc de cette séance, donc les objectifs, c'était donc que le patient devait être capable de choisir sa destination, son mode de transport et son hébergement, d'identifier les étapes clés pour voyager, de préparer son matériel et ses effets personnels pour voyager et de gérer les situations d'urgence durant le voyage. Donc pour ça, on a créé une carte vierge que le patient doit remplir au fur et à mesure de la séance de TP. Donc tout d'abord, on commence par demander au patient s'il a déjà voyagé et d'entourer les zones où il a déjà voyagé et ensuite d'entourer les zones où il souhaiterait voyager avec son enfant. De là, on parle des destinations qui pourraient être un peu plus contraignantes, par exemple si c'est l'altitude, si c'est un pays avec un climat assez sec, justement les bouchons muqueux, etc. S'il y a des vaccins obligatoires, des choses à prendre en compte donc pour la destination. Une fois qu'on a évoqué la destination, on évoque le moyen de transport. Si c'est l'avion, si c'est la voiture, le train. Et là, si c'est l'avion, il y a tout un panel de démarches administratives à faire au niveau des compagnies aériennes. Donc là, on met un petit point un peu plus spécifique si le patient choisit de prendre l'avion pour se déplacer. Donc ensuite, dans un deuxième temps, pour répondre à la problématique d'identifier les étapes clés pour le départ. Donc, on a une petite frise en bas en bleu où on doit marquer la date de la séance de TP, la date de départ. Là, on énumère les étapes clés avant le départ, comme s'il y a des vaccins à faire, s'il y a justement de l'administratif, si c'est un avion à prendre, une consultation avec le médecin
pour gérer le départ, préparer sa valise, etc. Et là, le patient doit remettre lui-même les étapes dans le bon ordre avec, entre guillemets, des deadlines pour pas tout faire au dernier moment et pas en oublier. Le troisième objectif. Le troisième objectif, donc, qui est de préparer son matériel et les effets personnels. Donc là, on distribue des cartes aux patients avec des objets du quotidien et des objets et du matériel médical. Et on discute justement de savoir ce qui est absolument essentiel, quelles sont les quantités à prendre, et si c'est en avion, qu'est-ce qui doit être mis en soute et qu'est-ce qui est autorisé en bagage cabine. Et le but, c'est que le patient reparte avec sa checklist, en gros, des choses, des impondérables à mettre dans ses bagages. Et à la fin, donc, gérer les situations d'urgence. Là, ça va être surtout de ce qu'il sait quand il est chez lui, de pouvoir le mettre en pratique à l'étranger, de connaître le numéro de téléphone de l'hôpital le plus proche, le numéro des urgences de l'hôpital le plus proche, d'avoir des comptes rendus médicaux en anglais, parce que si c'est un médicament c'est plutôt une idée. Toutes ces choses-là. Et normalement, donc, avec cette carte, le patient repart et il a un petit récap de ce qu'il doit faire pour pouvoir voyager sereinement, enfin, le plus sereinement possible. Finalement, de ce travail collaboratif, on s'est posé, enfin, quel a été l'intérêt? C'est qu'il y avait une réelle expérience pour Laetitia du terrain. Moi, je n'avais jamais voyagé, ne serait-ce que sortie de l'hôpital avec un enfant trachéotomisé, donc c'était difficile pour moi d'accompagner les patients dans ces compétences-là. Laetitia, elle a une approche très différente avec le patient, puisqu'elle est concernée. Il y a une grande complémentarité finalement de notre travail et des compétences qu'on peut faire acquérir aux patients. Et au final, c'est une relation gagnant-gagnant, que ce soit pour les patients, Laetitia ou même notre équipe. Ça a également posé un certain nombre de questionnements. Le premier, ça a été du positionnement, puisque Laetitia elle a son petit garçon qui est encore trachéotomisé et que du coup, on suit dans notre centre. De son positionnement, est-ce que ça la gênait finalement? Puisque dans le cadre de l'ETP, c'était notre collègue. Donc, on se tutoie, on travaille ensemble. Et en consultation, du coup, de pouvoir se reposer le cadre de comment est-ce qu'on travaille et comment est-ce que finalement elle se sent patiente. La temporalité également, est-ce que tous les patients, au moment de leur parcours de soins, c'est adapté de leur proposer de pouvoir intégrer le programme d'ETP. Le statut, reconnaissance et valorisation, actuellement, on répond à un appel à projet pour pouvoir rémunérer Laetitia quand elle travaille tous les jeudis dans notre centre de référence. Et également la formation, puisqu'elle est formée aux 40 heures, mais elle souhaiterait également pouvoir continuer d'avoir des compétences en ETP. C'est ça? Les perspectives, c'est de pouvoir impliquer d'autres patients, parce qu'on ne veut pas essouffler Laetitia. De pouvoir réaliser une consultation entre pairs aidants, ça serait très intéressant. Parce qu'au décours des séances d'ETP, on voit qu'il y a un besoin pour les patients de pouvoir continuer d'échanger avec Laetitia et que du coup, on est dans le cadre de l'ETP et parfois, je suis amenée à sortir et à les laisser. Et il y a une séquence autour de la scolarité qui est vraiment une grosse partie de la vie du quotidien du patient trachéotomisé pour lesquels Laetitia actuellement envisage de travailler avec nous. Merci. Très bien, merci beaucoup. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions sur le chat sur le sujet qu'on vient d'aborder. En tout cas, merci d'avoir abordé celui des interactions entre le patient et le soignant, parce que c'est vraiment un questionnement de la place du patient partenaire dans les équipes. Et à notre sens, c'est quelque chose qui se prépare, qui se partage et qui se prépare. Et les équipes soignantes doivent être préparées à ce partenariat. Je pense que c'est extrêmement important pour que ce partenariat fonctionne. Merci. Merci aussi de ce témoignage important de Madame de Fude. Il y a deux questions à l'écran. Une question du professeur Co sur les différences entre le syndrome de Suzac et le syndrome de Cogan. Professeur, on a bien pris votre question et c'est le docteur Goulenov qui va y répondre directement. Et puis l'autre question qui concerne le syndrome de Trio. Je ne sais pas si quelqu'un autour de la table peut répondre à cette question.
crois pas. Non. Je ne crois pas qu'on ait les compétences aujourd'hui. Voilà. Écoute, Madame Hermel, je vois très bien d'ici, le plus simple, ce serait que vous envoyiez un mail à Marine Eskenazi qui relayera votre question. Merci bien, Marine. Alors, dernier thème qui va être abordé aujourd'hui, la question des critères d'évaluation d'efficacité des programmes. Donc, je vais laisser la parole au docteur Emmanuel Bourra, que je salue, et à Angélique, que je suis heureux de retrouver par l'intermédiaire de ce webinaire. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. C'est tout bon. Très bien, donc je vous remercie de me donner l'occasion de vous illustrer un exemple de collaboration entre des médecins, parce que je ne suis pas toute seule bien sûr, ça se fait à partir de plusieurs centres, des médecins de centres de référence maladies rares et des associations, puisque c'est un projet qui n'est pas que français, d'une association de pathologies rares. Et donc, on a pris comme exemple le travail sur lequel on essaie d'avancer, qui est une redéfinition des critères d'évaluation d'efficacité des traitements lors des essais thérapeutiques en lien avec l'épidermolyse bulleuse héréditaire. Slide suivante. Donc, la problématique étant de comment scorer un patient atteint d'une épidermolyse bulleuse héréditaire grave pour définir et mettre en évidence un éventuel bénéfice significatif et pertinent en termes de qualité de vie pour le patient. Diapositive. Alors, de façon générale, il existe bien sûr plein de scores dans les différentes maladies dermatologiques, notamment pour les dermatoses non rares, qui prennent en compte la sévérité des lésions cutanées, leur superficie et puis des échelles de qualité de vie adaptées aux pathologies. Donc, très vite, diapositive, l'exemple d'une échelle de score pour la maladie du psoriasis. Psoriasis, maladie très fréquente avec des intensités, des scores d'intensité pour la rougeur, l'épaisseur, le degré de desquamation, et puis la surface, diapositive, et puis des échelles de qualité de vie relativement simples qui sont d'ailleurs valables pour la plupart des maladies dermatologiques. Diapositive. Alors pourquoi faudrait-il des scores spécifiques pour les maladies épidermolyse bulleuse héréditaire? Eh bien parce que ce sont des maladies elles-mêmes très particulières que je vais essayer de vous démontrer par les diapositives suivantes. Donc, la maladie épidermolyse bulleuse héréditaire, c'est en fait un grand groupe de maladies. On va simplifier beaucoup. Il en existe 3 grands types en fonction du degré de fragilité de la peau et du degré de clivage entre l'épiderme et le derme. Moi, je travaille essentiellement sur les formes dystrophiques de la maladie parce que les formes simples sont compatibles quasiment avec une vie normale malgré des douleurs à type d'ampoule au niveau des pieds et des mains. Les patients atteints de formes jonctionnelles décèdent en général dans la première année et demie. Et donc, le centre de référence de Saint-Louis a un recrutement national de patients adultes atteints de formes sévères d'épidermolyse bulleuse dystrophique récessive. Grâce au projet GRED dans la prise en charge des plaies, mais aussi des infections, des problèmes de nutrition, l'espérance de vie de cette maladie s'améliore d'année en année, mais la maladie s'aggrave de façon inexorable et hélas, les patients continuent à décéder à l'âge adulte jeune, notamment à cause des complications carcinologiques. Diapositive. On peut dire que l'épidermolyse bulleuse dystrophique récessive est la plus sévère des maladies dermatologiques. Elle dure toute la vie, elle débute à la naissance, elle concerne l'ensemble de la peau et des muqueuses et elle associe tous les chapitres de la dermatologie puisqu'il y a à la fois de l'inflammation, de la fragilité, de la fibrose et des complications carcinologiques agressives. C'est également une maladie systémique, c'est une des maladies les plus inflammatoires avec des marqueurs biologiques d'inflammation élevés dès la naissance et un risque d'amylose très précoce. On peut dire que c'est une des plus graves maladies génétiques en termes de douleur, de handicap fonctionnel et de pronostic vital, comme vous allez pouvoir le voir sur la diapositive suivante, qui illustre l'étendue des plaies, le retentissement sur les muqueuses, sur l'état nutritionnel, sur la fonctionnalité des mains, avec ces mains qui donnent l'impression d'amputation, alors qu'en fait c'est simplement une rétraction des doigts et une fusion de la peau des doigts, et puis ces sténoses de l'ésophage, c'est toutes ces micro
ces petites bouches avec une ouverture de bouche très limitée qui vont rendre la nutrition très difficile. Et enfin, un syndrome inflammatoire qui est illustré, diapositive, par ce TEP scanner où vous voyez une inflammation systémique diffuse comme dans un myélome. Diapositive. Donc, vous imaginez bien qu'avec une telle maladie à la fois cutanée, muqueuse et systémique, on a actuellement à notre disposition pour scorer ces patients des scores eux-mêmes extrêmement complexes. Je vous ai mis quelques exemples. Donc, deux scores, l'ibidazide, l'ibiscoreb, IB, diapositive. On va passer rapidement, mais donc c'est des scores qui sont extrêmement longs. On doit compter les bulles, les plaies, les cicatrices dans toutes les parties du corps, sur toutes les muqueuses. On doit noter tous les paramètres d'inflammation, tous les paramètres hématologiques, nutritionnels, la fibrose, qu'elle soit muqueuse, qu'elle soit cutanée. Diapositive. Voici ces deux scores qui sont à peu près équivalents en longueur, en complexité, avec également des échelles de douleur, de démangeaison, de retentissement fonctionnel qui sont beaucoup plus complexes que les scores habituellement utilisés en dermatologie. C'est des scores qui sont très longs à faire pour les médecins, mais ça, c'est pas très grave, c'est notre métier, et qui sont également très éprouvants par les patients, puisqu'ils impliquent un examen cutané complet, donc une réfection complète des pansements. La durée de l'évaluation peut durer jusqu'à 4-5 heures. Elle est extrêmement fatigante pour les patients. Diapositive. Et donc, de ces dernières années, on a le plaisir de voir apparaître des essais thérapeutiques dans l'épidermolyse bulleuse héréditaire, alors que jusqu'à présent, les traitements étaient purement symptomatiques. Diapositive. Comme dans toutes les maladies monogéniques, on a des thérapies géniques, des thérapies cellulaires, protidiques, des traitements symptomatiques et des soins de support. Et on cherche à évaluer des choses très différentes finalement. D'abord, la fragilité de la peau et des muqueuses, le nombre de plaies, la rapidité de cicatrisation, la rapidité de réouverture de ces plaies. On cherche à évaluer les signes fonctionnels que sont la douleur, le prurite, le retentissement systémique, que ce soit le syndrome inflammatoire, la dénutrition, l'anémie, et surtout les séquelles de cette inflammation qui sont les fibroses, que ce soit les sténoses ésophagiennes, les synéchies des doigts, les synéchies de la bouche. Diapositive. Et donc, en fait, on s'est très vite aperçu, quand les essais cliniques ont débuté, que ces scores dont on disposait officiels étaient très, très longs, très compliqués et pas forcément adaptés à ce qu'on cherchait à démontrer. Et donc, je vous ai mis deux exemples de critères. Un exemple de mauvais critère qui était le pourcentage de cicatrisation des plaies à J45. On a un traitement, une crème cicatrisante qui a failli ne pas avoir l'AMM et finalement, elle l'a eu avec un service médical rendu extrêmement bas. Et finalement, c'était le premier traitement pro-cicatrisant dans l'épidermolyse bulleuse qui avait fait l'objet d'un essai thérapeutique en double aveugle. Et donc, je pense qu'il y a eu une intervention des médecins de l'association pour faire rembourser ce traitement, mais il est à 15%. Et je pense que très vite, il va disparaître parce que les patients eux-mêmes ne sont pas du tout satisfaits. Et en fait, le critère principal était le pourcentage de cicatrisation de la plaie traitée par rapport à celle qui était non traitée. Et effectivement, il y avait une petite augmentation de la rapidité de cicatrisation à J45, mais à J90, les plaies, qu'elles soient traitées ou pas traitées, étaient toutes rouvertes. Donc, pour un patient, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'avoir une plaie qui cicatrise vite si la peau est toujours aussi fragile et si elle se rouvre immédiatement. Et par contre, si on demande à Maëlle, la fille d'Angélique, présidente de l'association des Bras France, qu'est-ce qui serait le plus important si un nouveau médicament était disponible pour sa maladie, ce serait de raccourcir la durée du soin, puisque Maëlle fait 3 ou 4 bains par semaine qui durent très longtemps, avec une réflexion de pansement qui prend parfois plusieurs heures. Et donc, après avoir cette constatation de critères non adaptés, à la fois de la part des médecins, mais également des patients, on a eu l'idée avec Angélique et évidemment d'autres médecins d'essayer de travailler de façon collaborative sur l'élaboration de critères à la fois plus faisables dans la réalité de tous les jours et également pertinents. Et je vais donc laisser la parole à Angélique. Merci Emmanuel pour cette introduction. Donc moi je suis effectivement la présidente de l'association des Bras France et je remercie beaucoup le docteur Bourra avec qui je prends beaucoup de plaisir à collaborer
et qui a, je pense, toutes les qualités pour permettre ce partenariat, à savoir une grande humilité face à nos maladies complexes et que l'on vit, avec lesquelles on vit au quotidien. Donc voilà, moi j'ai une enfant qui a 9 ans qui est atteinte de cette maladie. Et c'est donc suite à ces échanges avec le docteur Bourra, qui est donc membre de notre conseil d'administration, que j'ai pris conscience de cette problématique du manque d'harmonisation de critères d'évaluation des essais cliniques. Et en faisant des recherches, j'ai commencé à voir que le centre de Groningue aux Pays-Bas était plutôt déjà bien parti sur cette réflexion. Et comme toujours au niveau des maladies rares, on a toujours intérêt à raisonner international plutôt que national et à constituer des réseaux les plus efficaces possibles. Et c'est par ce biais-là qu'a été créé le réseau COSEB. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Vous devez vous demander qu'est-ce COSEB, donc pour Core Outcome Sets for Epidermolysis bullosa. En résumé, c'est définir un set minimum de données à recueillir dans le cas des essais cliniques pour l'épidermolyse bulleuse. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, à l'origine de ce projet, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'essais cliniques, un nombre croissant, c'est une chance pour une maladie rare comme l'épidermolyse bulleuse, mais l'hétérogénéité des résultats et la définition des instruments étant si divergents, on ne pouvait pas comparer ces résultats. Donc l'objectif du COSEB, c'est vraiment d'établir un ensemble de résultats qui permettent de savoir ce qu'il faut mesurer et comment le mesurer. Et c'est cet ensemble de résultats standardisés qui, dans l'avenir, on l'espère, sera utilisé pour faciliter la comparaison, améliorer l'efficacité de la recherche et accélérer le développement de thérapies pour les personnes atteintes de cette pathologie, toujours avec l'objectif principal de mettre le patient au centre de préoccupation. C'est donc à ce titre qu'a été créé, slide suivant s'il vous plaît, ce consensus international COSEB. Donc dans le comité de pilotage se trouve une bonne partie des membres du centre expert de Groningue aux Pays-Bas, mais également des méthodologistes, des experts de la pathologie qui viennent d'Autriche et d'Allemagne notamment, et également différents représentants de patients du Royaume-Uni, de l'Autriche, de l'Espagne, de l'Irlande, en plus de la France, puisque de moi-même, en fait, je leur ai proposé de répondre à un appel à projet du Fonds européen European Joint Programme qu'on a obtenu. Donc, on a obtenu par ce biais-là un financement et on a candidaté tous ensemble. Et ça nous a permis de nous retrouver le 15 décembre dernier à Amsterdam pour ce lancement de ce consensus qui a regroupé 50 participants des 4 coins du monde, des représentants de patients, des professionnels de l'EB, des partenaires industriels, mais donc, comme je vous disais, des représentants de la réglementation et aussi des méthodologistes. Voilà. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc voilà, le pourquoi, je pense que vous l'avez maintenant bien compris, hein, c'est vraiment pouvoir comparer ces cliniques et parler tous le même langage et améliorer finalement le développement des thérapies, savoir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Slide suivant. Voilà, donc tout ça, ça se fait via la méthode Delphi, hein, pour vraiment permettre d'arriver à un consensus complet. C'est un processus assez compliqué. J'ai découvert tout ça moi-même, je le maîtrisais pas. Donc ça va être quelque chose d'assez long et assez complexe, mais qui devrait vraiment permettre de mettre tout le monde d'accord. 2 groupes de travail ont déjà été constitués, un pour l'épidermolyse bulleuse simplex et un pour l'épidermolyse bulleuse dystrophique, avec un chef de pilote pour chaque groupe, un rétro-planning clairement défini et les moyens financiers. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure de cette subvention de l'européenne. Voilà, c'est un bel exemple de collaboration entre tous les collaborateurs et comme je l'aime toujours le dire en conclusion, rien pour nous sans nous. En fait, c'est extrêmement important. Je pense que les patients soient partie prenante de tout développement de prise en charge clinique, de recherche, etc. Merci beaucoup. Docteur Bourra, merci Angélique pour ces présentations. Docteur Bourra, dans le chat, il y a une question à laquelle vous êtes peut-être la personne idoine pour répondre. Existe-t-il de près ou de loin des liens entre démographie et EPDR? Si vous pouviez répondre sur le chat directement. Et merci docteur. Je laisse maintenant la parole au docteur Lucida.
Merci beaucoup. Ben, on arrive déjà à la fin de notre webinaire. Donc peut-être avant de passer la parole aux directions qui vont conclure ce webinaire, refaire un petit point sur les questions qui ont été posées. Certaines ont été très spécifiques et auront une réponse sur le chat directement, en particulier quand elles étaient purement médicales. Mais je crois qu'il y avait une question qui me paraissait importante sur la formation des patients partenaires ou en tout cas comment est-ce qu'on devient patient partenaire. Je pense que ça, c'est quand même une bonne question à aborder pendant ce séminaire, pendant ce webinaire. Alors, je pense que déjà, il faut en avoir la volonté et se rapprocher du service et des personnels avec qui vous souhaitez être patient partenaire. Ensuite, le problème de la formation, il y a plusieurs réponses, plusieurs niveaux de réponse à cela. La première réponse, celle qui est un petit peu administrative et très claire, c'est que si vous participez à un programme d'éducation thérapeutique, en particulier s'il est validé par l'ARS, et si vous intervenez directement auprès des patients, il est nécessaire d'avoir une formation en ETP qui est la formation des 40 heures. Ça, c'est nécessaire. Maintenant, vous pouvez aussi avoir, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas les moyens, selon l'endroit où l'on habite, il n'y a pas forcément des formations 40 heures qui sont gratuites, beaucoup sont payantes. On peut travailler avec des équipes, on peut intervenir dans des ateliers avec d'autres soignants formés aux 40 heures et ne pas l'être. Mais dans ces cas-là, je pense qu'il est important de bénéficier d'un accompagnement, c'est ce qu'on fait nous avec Edith dans notre UTEP, mais d'un accompagnement auprès soit des UTEP dont dépend le service, soit le service lui-même, qu'il puisse y avoir une formation, un accompagnement, que les choses soient extrêmement claires dès le départ de qui fait quoi et quels sont les souhaits de chacun. Ça se prépare en tout cas le partenariat. Donc, la formation, c'est très bien, c'est obligatoire si on est directement avec des patients et seul. Ça, c'est la formation 40 heures. Sinon, c'est quelque chose qui se travaille au sein de vos unités, de vos UTEP et de vos services. Quid des formations pour les soignants? Formation partenariat patient. Alors ça, je pense qu'on peut parler, par exemple, justement de ce qui est fait avec Marion en ligne au siège de la PHP avec les formations actions. Ça me paraît extrêmement intéressant pour ces formations. Il y a également des formations qui se font avec le pôle ETP à Paris. Et ensuite, je peux parler de notre UTEP, et Edith l'a dit, elle a créé une formation pour les soignants et tous les services qui souhaitent faire intervenir des patients en tant que partenaires sont formés. Il y a une formation d'à peu près 2 heures avec Edith pour préparer les soignants et soulever tous les questionnements que travailler avec un patient qui fait encore partie de nos patients par ailleurs soignés, comme on a eu l'exemple là avec la pédiatrie. Je pense que c'est très important. Moi, par exemple, j'ai choisi autre chose pour mes patients. J'ai une aidante aussi, j'ai une maman qui travaille avec moi. Et en fait, quand c'est la maman, c'est Madame Untel. Et quand je travaille avec elle en tant que patiente partenaire, je l'appelle par son prénom. Et on sait que quand on s'appelle par nos prénoms, on est partenaires et on travaille ensemble. Et lorsque l'on s'appelle elle, moi, docteur et elle, madame, c'est que nous avons repris nos positionnements de soignants et de patients. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques à faire, est-ce que d'autres... dans ce cas-là, nous allons pouvoir conclure avec 4 minutes de retard, mais on est plutôt pas mal. Et je vais laisser la parole à Monsieur De Wilde, qui est le directeur de mon GHU, c'est-à-dire Paris-Seine-Saint-Denis, et le docteur Cécile Rothenberg, qui est vice-présidente de la CMEL. Donc, je vous laisse conclure ce séminaire. Cécile, vous commencez? Allez-y. Oui, je peux. Bonjour à toutes et à tous. Je vais tenter d'être brève. C'était un vrai plaisir d'assister à ce séminaire. Je remercie toutes les équipes de la plateforme d'expertise maladies rares qui ont été mobilisées pour cette journée, que ce soit sur le GHU Nord ou sur HU PSSD. Et ça met en évidence encore une fois que la plateforme contribue à améliorer la pratique
en portant en avant ce sujet essentiel. Et merci surtout aux intervenantes. Je suis franchement admirative du travail qui a été accompli et du dynamisme de chacune de vos équipes pour avoir assisté à la mise en place d'un projet d'ETP au sein de mon service. Moi, je suis pneumologue, donc sur Avicenne, c'est un centre de référence maladies rares respiratoires. Ça nécessite de l'implication, de la détermination, beaucoup de temps, et puis de lever les craintes qu'un tel projet peut apporter, tant du point de vue médical que paramédical. C'est vrai que c'est surtout, en grande partie, en tout cas, moi, ce que j'observe du côté des soignants, mais c'est un travail qui est indispensable et puis qui est rentable pour le patient, pour nous, enfin voilà, pour la prise en charge, c'est vraiment très précieux. Les présentations, elles ont été très riches. Ça souligne les avancées de chacun de vos centres, de nos centres au sein de la plateforme. J'avoue que je suis très intéressée par le projet de webinaire en ligne. C'est vrai que les patients insuffisants respiratoires qu'on prend en charge n'ont pas toujours la possibilité de se déplacer ou de se déplacer 50 fois à l'hôpital, alors que la maladie leur prend déjà beaucoup de temps. Et puis indépendamment du fait qu'on a aussi beaucoup de patients qui habitent très loin, je trouve que c'est une idée, une super idée. Sur les sujets abordés, il reste effectivement beaucoup à faire. Ça reste encore parfois timide dans beaucoup de services. Et je me réjouis cependant de la place que ça prend dans la prise en charge. Un des points, peut-être une des étapes supplémentaires qui sera passée, c'est qu'on présentera aussi le webinaire sur les aidants et sur le lien aidant-soignant. Vous en avez parlé, mais voilà, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire sur ce point. Voilà, j'attends avec impatience la prochaine session. Merci et un grand bravo à toutes et tous. Je laisse la parole, Monsieur Deville, si vous voulez dire un mot. Merci Cécile, bonjour à toutes et tous. Donc Pascal De Wied, je voudrais, comme Cécile Rothenberg, saluer la grande qualité de cette quatrième itération organisée à nouveau par la plateforme d'expertise maladies rares. C'était effectivement extrêmement intéressant sur un sujet qui nous concerne tous. Donc, merci aux organisateurs, merci à nos deux modérateurs, Nadine Lucidarme, qui est responsable de l'unité, je vais le dire in extenso, d'éducation thérapeutique et d'engagement patient du GHU. Et merci aussi, bien sûr, à Jacques Valch, qui représente les représentants des usagers au directoire, mais qui est aussi très engagé dans une association de patients, comme vous le savez. Donc, les intervenants, vous avez fait, comme d'habitude, si j'ose dire, un travail de présentation tout à fait intéressant, y compris pour les non-médecins dont je fais partie. Et vous avez su illustrer, au travers de la diversité des maladies, dont on voit bien pour beaucoup le vécu difficile, à la fois pour des adultes et des enfants, vous avez su illustrer le rôle des associations de patients, le rôle et ce lien entre patients et soignants, et puis un petit mot particulier avec pour le rôle un peu moteur de l'éducation thérapeutique, qui a su, grâce à son organisation, ses moyens, éclairer un peu les champs, d'une certaine façon, du partenariat et de l'engagement patient. Voilà, c'était vraiment intéressant. On se rend compte du travail qu'il faut conduire, comme l'a souligné Cécile à l'instant, pour y arriver. Et c'est vrai que c'est assez bluffant. Alors, je conclurai sur le point suivant. L'assistance publique Hôpitaux de Paris, dans le cadre de la définition de sa feuille de route, est en train de finaliser son plan patient. Son plan patient a plein d'actions, et je veux prendre l'action 2 qui nous concerne plus directement cet après-midi, qui est une action qui s'appelle développer les partenariats patients sur le terrain. Donc, vous voyez, c'est une préoccupation forte de ce plan qui va sortir dans les 2 ou 3 semaines qui viennent, avec quelques actions concrètes, comme le lancement d'un appel à projet avec un objectif de partenariat patient. Évidemment, d'autres actions comme d'abord la construction possiblement d'une politique d'indemnisation des patients partenaires. Donc, ça fait partie des idées qui maintenant sont écrites et couchées sur le papier, qui sont à écrire définitivement et à rendre plus précises. Il nous appartiendra sur le terrain d'identifier des responsables du partenariat et de l'expérience patient. Alors, c'est déjà fait plus ou moins selon les GHU. À Paris, Seine-Saint-Denis, ça y est, ça commence à se mettre en place.
Et puis promouvoir aussi le Forum annuel de l'expérience et du partenariat et créer un réseau de patients partenaires au sein de la PHP. Alors, plus large que le champ des maladies rares qui nous a réunis aujourd'hui, mais exactement, je pense, dans le même cible, avec les mêmes objectifs que ce que vous avez illustré. Donc, un grand merci encore à vous tous et puis au plaisir de partager lors du prochain webinaire de la plateforme Maladies Rares. Merci à tous. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. Bon Merci à vous. après-midi. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Merci.